Nous sommes le 28 décembre 2019, il est 13 h, vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien. Les députés de Côte d'Ivoire sont en vacances. Pendant 9 mois, 6 parlementaires ont analysé et adopté plus de 170 projets de loi. Hier, à l'occasion de la clôture de la session ordinaire 2019, le président de l'Assemblée nationale a fait le point des acquis en présence de nombreuses personnalités, dont le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était lui hier à la mairie d'Abobo où il a lancé la phase d'extension du projet filet socio-productif à 75 000 nouveaux ménages. L'effectif des bénéficiaires s'élève donc à 125 000 ménages pour un financement additionnel de 58,4 milliards de francs CFA pour la période 2020-2024. Une explosion à la voiture piégée a fait au moins 76 morts ce samedi à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, survient dans un contexte marqué par de multiples actions meurtrières des islamistes Chebab. L'attentat s'est produit dans un secteur où le trafic est très dense. Le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Bassogo, et son épouse, Constancia Manguédé Obiang, ont atterri tout à l'heure à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le président équato-guinéen, qui a été accueilli par son homologue ivoirien et plusieurs membres du gouvernement, a ensuite mis le cap sur la résidence présidentielle à Cocody-Riviera pour un entretien avec le président Alassane Ouattara. Le reportage d'Awa Touré à suivre ce soir dans le 20h qui vous sera présenté par Marie-Laure Ngoran. Après 9 mois de travaux, les députés de l'Assemblée nationale sont en vacances. Des mois de travaux au cours desquels plusieurs dizaines de projets de loi ont été adoptés. Hier vendredi, lors de la clôture de la session ordinaire 2019, le président de l'institution, Amadou Soumaoro, a fait le point des acquis. C'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de notre reporter Sidonie Davila. L'année parlementaire s'achève ce vendredi. Après 9 mois de travaux, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, à la cérémonie marquant la clôture de la session ordinaire, retrace les activités qui auront tenu en haleine toute l'activité parlementaire. Premièrement, la première rentrée solennelle du Sénat, le 9 avril 2019. Avec le Sénat, la Côte d'Ivoire inaugure une ère nouvelle, celle d'un système bicaméral qui vient renforcer la démocratie et la participation citoyenne au débat parlementaire dans notre pays. Deuxièmement, la tenue des assises de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en juillet 2019 en terre ivoirienne, avec l'élection de votre serviteur à la tête de cette institution internationale. C'est en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, de plusieurs présidents d'institutions, ainsi que des chefs de mission diplomatiques, que le président Amadou Soumaoro a procédé à la clôture de la session ordinaire 2019. Une solennité au cours de laquelle le bilan au plan législatif a été dressé. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire peut ressentir la fierté du devoir accompli au regard des résultats obtenus. L'abondance de l'activité législative cette année témoigne de l'intensité du travail parlementaire, de l'assiduité et du sérieux des députés dans l'accomplissement de leur mission. En effet, au cours des travaux qui prennent fin aujourd'hui, l'Assemblée nationale a examiné 72 projets de loi. 23 projets de loi ordinaires, 29 projets de loi de ratification d'ordonnances, 20 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Le président de l'Assemblée nationale a aussi relevé les actions entreprises pour la bonne marche de l'institution ainsi que pour l'amélioration des conditions de vie des parlementaires. Au vu de ces résultats satisfaisants, le premier responsable de l'Assemblée nationale a fait une adresse spéciale au président de la République, Alassane Ouattara. Hommage au président de la République,
homme de vision et d'action, qui a su donner une impulsion nouvelle, une dynamique exceptionnelle à notre économie, aujourd'hui l'une des plus performantes dans le monde. Il faut noter qu'en début de cérémonie, un préalable a été posé par Maurice Kakou-Gikawi. Le député du PDCI RDA a souhaité que les députés incarcérés soient libérés. Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'une telle demande, elle constitue une commission spéciale pour l'examen du dossier. Si cette demande me parvenait, elle sera traitée avec diligence et conformément au texte en vigueur. Et pendant ce temps, Amadou Gon Coulibaly lui faisait des heureux à Abobo. Le Premier ministre y était dans le cadre de la phase d'extension du projet filets sociaux de 50 000. L'effectif des ménages bénéficiaires passe désormais à 125 000. Avec ces 75 000 ménages supplémentaires, le gouvernement accentue ainsi la lutte contre la pauvreté. Les détails avec Herman Kivé. Scène de liesse populaire dans l'enceinte de la mairie d'Abobo. Des populations heureuses d'accueillir le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, venu procéder au lancement de la phase d'extension du projet filets sociaux productifs, cette initiative sociale du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Abobo, la commune qui accueille, exprime l'ivresse de sa joie au chef du gouvernement. Grâce au président Ado, on entend pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de bourse pour la famille. Bourse familiale. Ici à Bobo, c'est 2900 familles qui sont éligibles à cette bourse. Chaque trimestre, on va donner 36 000 francs comme un petit salaire à ces familles qui sont dans l'extrême pauvreté. Pour que ces familles-là, 3 ans après, elles réussissent à produire quelque chose et être autonomes pour leurs enfants. Ce qui se passe est très grand pour Abobo. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ce grand geste. Partenaire de l'État de Côte d'Ivoire sur le projet, la Banque mondiale se réjouit de l'extension du projet à d'autres familles considérées comme vivant dans l'extrême nécessité. Parmi les 75 nouveaux ménages, 20 000 résidents en zone urbaine. La Banque mondiale tient à saluer cette innovation importante. Il sera indispensable de suivre de près la mise en œuvre de ce programme en zone urbaine dans les prochaines années pour apprendre de cette première phase et apporter les adaptations nécessaires à ce contexte spécifique dans le futur. Quel profil pour les bénéficiaires? Sur quelle base sont-ils choisis? Les précisions de la ministre Mariatou Koné. Monsieur le Premier ministre, les bénéficiaires sont sélectionnés selon une méthode rigoureuse, marquée par la transparence, qui repose sur la priorisation des localités où il y a le plus de ménages pauvres, sur des enquêtes dans ces localités et l'implication des leaders communautaires dans le processus. Je voudrais à cet égard remercier nos chefs traditionnels et coutumiers qui ont fortement contribué à l'identification des villages et des ménages, sans regarder l'ethnie, sans regarder le parti politique, sans regarder la religion. La seule condition, c'est être extrêmement pauvre, parce que tout le monde connaît tout le monde. Après donc cette phase 1 de 50 000 ménages, qui était essentiellement consacrée à des ménages en milieu rural, nous voici aujourd'hui au lancement de la deuxième phase avec 75 000 nouveaux ménages, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, parce que la pauvreté, c'est partout. Et pour joindre l'acte à la parole, de manière symbolique, un échantillon des familles identifiées reçoit son kit de prise en charge en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Moment chargé d'émotion pour ces familles qui disent merci au président de la République, Alassane Ouattara. Je dis merci au président de la République. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, lui et son gouvernement. Et je dis à ces familles qui ne sont pas encore bénéficiaires, ne vous découragez pas, votre temps viendra.
Il y a longtemps, nous cherchions aussi ceux qui vont nous aider, nous allons aider nos enfants. Et aujourd'hui, le Premier ministre est venu pour nous aider. Je le remercie beaucoup. Ayoka. Une action de haute portée sociale dont se réjouit le chef du gouvernement. Je suis venu partager avec vous l'assurance d'une Côte d'Ivoire qui marche de manière irréversible, au rythme d'une croissance forte et durable. Mieux, je suis là pour vous exprimer l'engagement du gouvernement sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à travailler davantage et à multiplier les initiatives en vue de rendre cette croissance de plus en plus inclusive. C'est le sens de cette cérémonie et de ce programme des filets sociaux. Ce projet est un puissant moteur de redistribution ciblant les ménages économiquement faibles en milieu rural, mais aussi désormais ceux vivant en milieu urbain dans des conditions défavorables. Ces transferts monétaires directs s'accompagnent d'appui au renforcement de la productivité à travers les activités génératrices de revenus. En 2020, ce sont les 31 régions de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du milieu rural ou au niveau du milieu urbain, qui seront touchées par ce projet de filets sociaux productifs. Nous comptons donc sur votre engagement, votre implication dans la mise en œuvre de ce noble programme pour la pérennisation de ces acquis, car nous devons réussir ensemble le pari du développement inclusif de la Côte d'Ivoire. Pour appuyer l'action des directions de la protection sociale sur le terrain, 13 véhicules de type 4x4 offerts, ainsi que 13 motos aux agents chargés de l'encadrement des ménages. Et toutes ces actions porteront fruit uniquement dans un climat social apaisé. Le porte-parole du gouvernement déclare que le gouvernement a été informé par les autorités judiciaires ivoiriennes de l'émission d'un mandat d'arrêt international contre M. Guillaume Kigba-Fori Soro, député et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au regard des infractions évoquées, à savoir présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et complot contre l'autorité de l'État, de recel, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux, et au vu des pièces à conviction présentées qui établissent le flagrant délit et l'implication du mis en cause dans un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, le gouvernement prend acte de l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques inacceptables tendant à replonger les populations ivoiriennes dans le douloureux passé des différentes crises sociopolitiques qu'a connu notre pays, félicite les services de renseignement pour leur engagement constant dans le cadre de la protection de la Côte d'Ivoire contre tout type de menaces, tout en réaffirmant l'engagement du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence Alassane Ouattara, à veiller à la quiétude des Ivoiriens et à la sécurisation de notre pays. Le gouvernement invite les populations ivoiriennes et celles vivant en Côte d'Ivoire à vaquer librement à leurs occupations et à passer d'agréables fêtes de fin d'année. Mais on l'a appris hier, des caissettes d'armes et des munitions ont été découvertes à Assini dans le sud Comoé. Les recherches se poursuivent pour sortir des eaux d'autres armes et munitions abandonnées. Les précisions d'Abou Sanogo. Assini PK6, une belle résidence avec une piscine au bord de la lagune et qui cache quand même des armes. En fait, des mouvements de personnes sur la lagune depuis le mardi dernier en direction de cette résidence intriguaient le voisinage de l'autre côté de la rive. Des pêcheurs aussi. Alors ceux-ci informent les forces armées en service dans la zone qui aussitôt dépêche des équipages sur le site indiqué. Ils découvrent dans la cour et au bord de la lagune des armes abandonnées. Les sapeurs-pompiers militaires et les éléments de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale sont sollicités. Des plongées sont effectuées. Résultat, une cinquantaine de sachets de munitions, 8 RPG, 2 12-7, 2 FM, 2 pistolets, 53 AK, 2 caissettes FM, 3 caissettes 17-7, 57 sachets AK, 25 obus, 3 AGL et un seau de munitions. Les sapeurs-pompiers militaires et l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale
continuent les recherches qui portent fruit. Des sachets de munitions et des chargeurs sont extraits avec l'appui de l'unité d'intervention du groupement de sécurité du président de la République. Les recherches se poursuivent avec le plongeur à l'effet de mettre la main sur tout l'arsenal abandonné dans la lagune. Et cette situation de crispation ne laisse pas les artistes indifférents. Après l'émission du mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alpha Blondy, monte au créneau. L'ambassadeur de la paix de la CEDEAO invite les acteurs politiques ivoiriens à la retenue pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. On l'écoute. J'invite nos frères et nos sœurs ivoiriens à l'apaisement. Nous n'avons pas fini de soigner les blessures de la crise post-électorale. Alors, nous n'allons pas récidiver. L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. En tant qu'ambassadeur de la paix de la CEDEAO, je voudrais sérieusement et humblement demander aux va-t-en-guerre de renoncer à leur projet de déstabilisation de cette Côte d'Ivoire qui a déjà trop souffert. La famille politique dans son ensemble, sans distinction de chapelle politique, doit s'atteler à maintenir cette paix, ce qui sera, à mes yeux, la preuve de leur maturité politique. Le peuple souverain que nous sommes n'a pas à subir les querelles narcissiques, les orgueils et les ambitions égoïstes de certains politiciens. Le peuple de Côte d'Ivoire veut vivre en paix. Les larmes, on a déjà donné. Que Dieu, l'Éternel des armées, désarme et apaise nos cœurs. Les propos d'Alpha Blondy ont été recueillis par Davis Oyo et Serge Coléa. Parlons maintenant autonomisation des femmes. Les femmes de la deuxième promotion des experts du genre de la chaire UNESCO aux femmes et décisions viennent de recevoir leur diplôme. Elles sont désormais appelées à être des ambassadeurs modèles de la chaire UNESCO et de la promotion du genre. C'est ce que nous dit Jean-Marc Djedji. 33 personnes reçoivent leur certificat en ingénierie du genre de la chaire UNESCO. Après 9 mois de cours, il leur est conféré le titre d'expert dans ce domaine. Le parrain de la cérémonie, Abdraman Tiemoko, exhorte à la deuxième promotion des experts à être des acteurs clés de la promotion du genre. Je voudrais également saluer tout le corps enseignant de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision pour la qualité évidente de la formation dont les objectifs académiques cadrent avec les actuelles préoccupations de notre pays. Pour ce qui est de la femme particulièrement, je pense, à mon humble avis, que la lutte est avant tout féministe. Euphrasie Yao, initiatrice de la formation en ingénierie du genre, remercie le gouvernement pour ses actions en faveur de l'autonomisation des femmes. Un citoyen mal formé est un danger pour sa population. Pour réaffirmer mes remerciements engagés à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour la confiance qu'il a placée en nous et qui me donne la force et le courage de relever les défis qui s'imposent à nous pour la Côte d'Ivoire. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision contribue à la promotion du genre et à un développement équitable. Elle mobilise depuis 2018, date de la sortie de la première promotion, 80 experts en ingénierie du genre. On en vient maintenant à ce séminaire de formation organisé à l'attention des correspondants à la protection des données. Un séminaire organisé par la RTCI et la CGECI à l'endroit donc d'une bonne centaine de cadres et dirigeants d'entreprises. L'idée, c'est d'accompagner ces entreprises dans leurs obligations de conformité nées de la loi relative à la protection des données à caractère personnel.
S'assurer que l'usage des technologies de l'information et de la communication ne porte pas atteinte ou ne comporte pas de menaces pour les libertés et la vie privée des utilisateurs. Les 100 correspondants qui ont pris part à ce séminaire sont chargés de veiller à la protection des données à caractère personnel dans leurs entreprises et d'y assurer la promotion. Il y a plusieurs entreprises qui manipulent ces données et nous ne souhaitons pas que ces entreprises-là soient en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. La protection des données à caractère personnel découle d'une loi qui date du 19 juin 2013. Aujourd'hui, avec Internet, avec la data qui est en train de connaître un développement fulgurant, exponentiel, il est essentiel de pouvoir protéger les données des individus, des personnes physiques. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est l'amorce déjà, donc c'est ce qui est très intéressant. Donc il y aura encore de la sensibilisation, mais il est important que ce travail-là commence. Il a commencé et qu'il se poursuive. On se rend bien compte que la matière est nouvelle, qu'elle nécessite des interprétations, elle nécessite aussi des ajustements. Chacun de nous, dans son secteur, va s'approprier ces réalités et puis les dérouler, les déployer. La RTCI vérifie la légalité de la collecte et de l'utilisation de toutes les données personnelles, tout en s'assurant que toutes les précautions sont prises pour empêcher leur vol, leur déformation ou leur vente à des personnes non autorisées. La RTCI va faire des audits à chaque fois pour voir si les données à caractère personnel sont bien conservées, s'ils suivent les procédures qui sont mises en place, les protocoles mis en place, afin que cela ne soit pas divulgué. Parce que toute entreprise qui ne respectera pas les normes de la protection des données à caractère personnel sera sanctionnée. 5 jours de formation à l'issue desquels les participants ont reçu des attestations ainsi que les supports de formation. Et qualifié de données à caractère personnel, toute information qui permet d'identifier un individu comme ses noms et prénoms, numéro de téléphone, numéro de CNI, voix, image, données biométriques. C'était un reportage de Jean-Louis Gbangbo. Le ministère de la Communication et des Médias informe les journalistes correspondants de la presse internationale en Côte d'Ivoire que le renouvellement des cartes d'accréditation au titre de l'année 2020 débutera le lundi 13 janvier 2020 et prendra fin le jeudi 26 mars prochain. Les journalistes concernés sont invités à retirer la liste des pièces à fournir à la DPDM, la Direction des partenariats et du développement des médias, assise à la cité administrative au plateau Tourcé, 21e étage, porte 35. Pour toute information complémentaire, la Direction des partenariats et du développement des médias peut être jointe au 20 31 79 44 59 52 33 70 ou encore au 07 95 44 02. Lors de l'atelier qu'elle a organisé jeudi dernier ici à Cocody, l'Union des entreprises agricoles et forestières de Côte d'Ivoire a présenté un nouveau visage pour le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Christ Diomondé et Salimatou Dia en étaient témoins pour RTI 1, leur compte rendu. Créer un cadre de concertation pour les entreprises et les syndicats d'employeurs ayant pour activité l'agriculture, l'exploitation forestière, l'élevage, la transformation des produits et l'horticulture. Améliorer les conditions des travailleurs et exploitants des secteurs agricoles forestiers sont entre autres les enjeux de l'Union des entreprises agricoles et forestières de Côte d'Ivoire. Pour ces acteurs, valoriser le monde agricole et forestier constitue une nécessité à travers de nombreuses actions menées sur le terrain. La défense des intérêts de ces membres-là, le renforcement de capacités de ces membres, les cadres d'échange et de concertation, le renforcement et la consolidation des organes et enfin le renforcement des relations avec les partenaires. On ne saurait parler de l'agriculture sans parler du programme national d'investissement agricole. Dans le PNIA, nous participons à des ateliers d'information et de sensibilisation de nos membres sur le PNIA. Dans sa politique de mener à bien ses actions, ces secteurs agricoles et forestiers, l'UNIMAF a mis en exergue des stratégies pour sécuriser et renforcer les capacités des entreprises agricoles et forestières. L'Union des entreprises du monde agricole et forestier a l'ambition de devenir le leader du secteur agricole, forestier, horticole et notamment au niveau des ressources animales et halieutiques. Créée depuis 1955, l'Union des entreprises agricoles et forestiers entend défendre les intérêts du secteur agricole et forestier à travers de nombreuses rencontres avec le pouvoir public, des groupements professionnels ou syndicats du monde agricole et forestier. La CEMU, la couverture maladie universelle, est entrée dans sa phase de généralisation depuis le 1er octobre dernier. C'est une assurance de santé obligatoire qui concerne tous ceux
qui résident en Côte d'Ivoire. Plus d'une centaine de centres sont disponibles à Abidjan et partout dans le pays et les hôpitaux et pharmacies accueillent déjà les assurés. Mais comment bénéficier de la CMU? Quel est d'ailleurs l'intérêt de cette assurance universelle? Serge Koléa nous en donne les éléments de réponse. Centre médical de la CNPS, commune de Yopougon. Nous sommes sur un des sites d'enrôlement de la CMU, la couverture maladie universelle du district d'Abidjan. Il est 9 h et une centaine de personnes se succèdent dans les différents bureaux. Identification biométrique, enregistrement et autres formalités sont effectuées dans l'ordre et la discipline. Preuve que l'assurance santé obligatoire pour tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire s'installe progressivement dans le quotidien des populations. La plupart des demandeurs sont venus tôt le matin. Bintou Dosso, la responsable du centre, supervise une quinzaine d'agents. Il faut signifier que l'enrôlement est gratuit et actuellement il y a plus d'engouement dans les centres. Pour bénéficier des prestations, il faut être à jour de ces cotisations. Du moment où on a la carte. Il y a des codes de paiement pour les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les commerçants, les menuisiers, qui se sont fait enrôler indépendamment. Et pour les salariés, les fonctionnaires, les retraités, ils sont prélevés directement à la source. Salle d'enrôlement ou salle de retrait de cartes, tous les agents sont à la tâche. Même son de cloche au plateau dans cet autre centre d'enrôlement. La CENAM, la Caisse nationale d'assurance maladie et ses partenaires ont déployé tous les dispositifs pour assurer la rapidité et l'efficacité de l'opération. Si là pour faire l'enrôlement, on aura les cartes pour nous soigner et soigner les enfants. Moi, je me dis que c'est intéressant, quoi. Pour mesurer davantage la réalité de la CMU, rendons-nous dans une formation sanitaire urbaine de la commune de Yopougon. Ici, un guichet est disponible pour les assurés de la CMU. Il suffit d'être en règle pour bénéficier des prestations comme ce patient. On te demande ta carte d'abord, ta carte CMU. Tu la présentes, maintenant on prend tes empreintes. Si tu es à jour, maintenant ils vont te faire un bon. Tu vas à la caisse, tu payes 150 francs la consultation. Puis tu reviens, maintenant on fait un bon des médicaments qui correspondent à ta CMU, et puis c'est tout. Tu vas à la pharmacie, tu fais tes achats. L'hôpital est approvisionné en médicaments. Toutes les dispositions ont été prises avec la nouvelle pharmacie de la santé publique. Nous avons ici les produits pour la prise en charge de tous ceux qui sont adhérents. Voilà, là, c'est toutes les formes. On a les formes antibiotiques, on a tout ce qu'il y a pour les affections cutanées. Tout ça, c'est pour les cardiopathes. Pour dire qu'effectivement, la NPSP nous a donné un bon stock de produits pour la prise en charge. Dans cette formation sanitaire urbaine, comme dans tous les centres agréés, les agents CMU sont disponibles pour faciliter le parcours des soins et la prise en charge. La carte prend en charge toutes sortes de services, que ce soit les soins ambulatoires, les examens, les spécialités. Les gens viennent nombreux au centre FC Comport Boué-2 pour se faire soigner avec la carte CMU et ils retournent satisfaits. Depuis le 1er octobre 2019, la CMU est rentrée dans sa phase de généralisation. Tous les acteurs du processus sont déterminés à jouer leur partition telle que souhaitée par l'État de Côte d'Ivoire. C'est un programme social pour lequel la profession pharmaceutique dans son ensemble a décidé de s'engager. On a un rayon dédié aux produits de la CMU et vous avez vu quelques adhérents. Cotisation mensuelle de 1000 francs CFA et 70% des frais de santé et des médicaments pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Voici la formule qui donne à la CMU tout son caractère social. Avec plus de millions de cartes produites, 149 centres d'enrôlement et de retrait de cartes à Abidjan et à l'intérieur du pays et environ 3 millions de cotisants, on peut le dire, le processus monte progressivement en puissance.
Nous sommes en période de fête. Le ministre des Transports informe que les véhicules poids lourds dont le poids total à charge excède 10 tonnes sont interdits de circuler sur toute l'étendue de la ville d'Abidjan tous les jours, ouvrables le matin de 6h à 9h et dans l'après-midi de 17h à 21h à compter de ce samedi 28 décembre 2019. Ces restrictions horaires ne concernent pas les véhicules affectés à la livraison de bouteilles de gaz butane et d'hydrocarbures dans les agglomérations d'Abidjan et de Yamoussoukro. Par ailleurs, face à la recrudescence des accidents mortels de la voie publique sur le tronçon de l'autoroute du Nord allant de l'échangeur d'Abobo à Djamé à Jesco, impliquant constamment les véhicules poids lourds, le ministre des Transports informe les usagers de la route qu'à compter de ce samedi 28 décembre, la vitesse maximale admise sur ce tronçon est de 30 km/h. Attention, on va rire un peu. Bonjour 2020, première partie, c'était hier au Palais de la Culture de Trècheville. Le match aller du Classico a tenu toutes ses promesses. Les milliers de téléspectateurs qui ont fait le déplacement de la salle à Nomambo n'ont eu aucun moment de répit. C'était du fou rire de début jusqu'à la fin de la soirée. L'humour, c'est un peu la marque déposée de la RTI et rebelote ce soir, on remet le couvert pour le match retour de ce Classico, toujours au Palais de la Culture, à la salle à Nomambo, toujours avec la pépite, la crème des humoristes et du moment. C'est à 20h aujourd'hui même et vous pouvez encore prendre vos billets car rire, c'est la vie. En pleurs en Somalie, la mort y a encore frappé. Une attaque à la voiture piégée a secoué ce samedi la ville de Mogadiscio. Selon un premier bilan, l'attaque aurait fait au moins 70 morts. Elle n'a pas encore été revendiquée, mais la Somalie est la cible des Chebabs parmi les victimes, des passants, des fonctionnaires en route pour le travail, mais aussi une vingtaine d'étudiants qui se rendaient à l'université. Avant de terminer ce journal, je rappelle que le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema, et son épouse ont atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis par le chef de l'État et plusieurs membres du gouvernement. Le président équato-guinéen, qui a été accueilli donc par son homologue ivoirien, a ensuite mis le cap sur la résidence présidentielle à Cocody-Riviera pour un entretien avec le président Alassane Ouattara. C'est à suivre ce soir avec Awa Touré et Jérôme Kofi Abola. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à notre réalisatrice du jour, Arlène Poca, pour son dernier journal avant ses congés et ce samedi même, son jour anniversaire. Très bonne suite des programmes sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.